Isabelle Bresse. Sud Radio, c'est vous. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on parle de vos enfants. Faut-il les vacciner ou non ? Eh bien, ce n'est pas si évident. Sylvia et moi, bêtement, on fait vacciner nos enfants, on fait les rappels, on suit ça à la lettre, etc. Mais une pétition a été lancée l'année dernière par le professeur Henri Joyeux contre le vaccin du papillomavirus, qui, semble-t-il, pourrait être dangereux. Il y a quelques mois, Jean-Pierre Offray, vous nous le disiez, il a lancé une autre pétition sur le DT polio. Et le professeur Henri Joyeux est avec nous aujourd'hui. Bonjour professeur Henri Joyeux, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Eh bien ça va très bien, et vous-même ? Écoutez, tout va bien, je suis à l'île de la Réunion, je vous réponds de là-bas parce que j'ai un colloque important ici. Oh là là c'est là, dur. tout ça pour nous faire bisquer, hein. C'est trop dur la vie du professeur Henri Joyeux. Henri Joyeux, j'ai découvert plein de choses en préparant cette émission, et notamment, c'est idiot, hein, mais je ne savais pas que se faire vacciner, ça pouvait être dangereux. Alors écoutez, comme vous l'avez très bien dit, il y a eu... Voilà, comme vous l'avez très bien dit, il y a eu deux pétitions. La première, vous savez que je suis cancérologue, donc je connais bien le problème de la cancérologie et en particulier de ces papillomavirus qui sont un certain nombre, disons qu'il y en a entre 2 et 5 et 2 et 4, qui peuvent être dangereux, responsables chez des femmes de cancer du col de l'utérus, mais aussi actuellement, on le sait, d'à peu près 50% des cas de la zone otorhinolaryngologique. Bien. Et alors celui-là, professeur Henri Joyeux, si je peux me permettre de vous interrompre, celui-là, on en a beaucoup entendu parler. Effectivement, moi j'ai entendu dire que ça pouvait causer des scléroses en plaques, etc. Donc celui-là, effectivement, il est sujet à caution un petit peu. Non, je dis des bêtises. Je vous laisse parler, professeur. Non. Attention. Je disais donc que d'abord, c'est des cancers qui sont des maladies sexuellement transmissibles. Il faut être clair là-dessus. Bien. Alors, face à l'idée, à mon avis, un peu saugrenue, que tous les jeunes demain risquent d'attraper une telle maladie, un tel cancer, eh bien, il y a eu la mise au point du vaccin, 2 vaccins, l'un qui est français et l'autre qui est américain, contre ces éventuels cancers dans l'avenir. Et on veut tout simplement vacciner les enfants dès l'âge de 9 ans, ça veut dire CM1, CM2, avant l'entrée au collège. Les garçons, comme les filles. Donc il faut être extrêmement clair là-dessus. Comment ? C'est un peu étrange ça, parce qu'on se dit que c'est peut-être un petit peu jeune. C'est un peu étrange, mais c'est pas si étrange que ça, parce que vous avez d'une part des intérêts financiers qui sont absolument gigantesques, c'est des milliards évidemment qui ont déjà été non pas investis, mais pour l'instant qui ont déjà été récupérés par les laboratoires, les deux, le français et l'américain. Mais si ces vaccins d'abord étaient absolument certains dans l'efficacité, premièrement, deuxièmement, s'ils étaient sans danger, je dirais feu vert. Bon, or ils ne sont ni sans danger ni efficaces à 100%, ni efficace à 100%. Alors, ce qui est important à bien retenir, c'est qu'au début, il y avait 3 injections. Puis maintenant, on nous dit, non, mais avec 2, il y en a assez, il n'y a plus besoin de faire les 2 rappels après la première. Et puis maintenant, on vous dit, mais peut-être qu'une seule suffirait. Et figurez-vous qu'il y a des pays dans lesquels, en particulier en Autriche et au Danemark, il y a eu des complications tellement importantes qu'une députée extrêmement favorable à ce vaccin au Danemark, a osé dire encore récemment, écoutez, il faut le dire honnêtement, il faut arrêter de vacciner les jeunes filles parce qu'il y a trop de pépins. Alors, quels sont ces pépins ? Oui, voilà, c'était ma question. Oui, alors, quels sont les pépins ? Il est reconnu aujourd'hui qu'il y a davantage systématiquement multiplié par 4 de Guillain-Barré qui sont des maladies neurologiques relativement importantes et qui peuvent quand même pas tourner mal vers la mort, mais avec des séquelles neurologiques des membres supérieurs, des membres inférieurs. Et puis il vous dit, alors ça c'est une corrélation qui est robuste et persistante au plan statistique, donc 4 fois plus. Donc, et il y a deuxièmement, alors un peu moins évident, les MIS-C, c'est-à-dire des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qu'on appelle les maladies de Crohn ou les rectocolies. Donc, ce que je considère, c'est que proposer à un enfant de 9 ans une telle vaccination, alors qu'on ne sait pas du tout quelle sera sa vie de demain, je trouve que c'est extrêmement précoce et en même temps, ce n'est pas utile. En plus, ça peut être dangereux. Professeur Henri Joyeux, il y a une procédure disciplinaire qui a été engagée, j'ai entendu dire ça par l'ordre des médecins à votre rencontre. Ça c'est autre chose, c'est que
il y a eu une deuxième pétition quand je me suis rendu compte, parce que en tant que représentant des familles, je recevais des questions des familles qui disaient mais on ne trouve plus le DTP qui est obligatoire, c'est-à-dire la vaccination trivalente contre la diphtérie, le tétanos et la polio. On ne le trouve plus dans les pharmacies. Alors je me suis renseigné dans les pharmacies en France, un peu partout, et effectivement, les pharmaciens m'ont dit on est en rupture de stock, on n'a plus que dalle. Maintenant, il ne nous reste plus qu'un vaccin à 6 valences, dans laquelle il y a, en plus de diphtérie, tétanos, polio, il y a un influenza B contre une certaine méningite, il y a la coqueluche et il y a l'hépatite B. Or, l'hépatite B, vous risquez d'avoir une hépatite B si votre papa ou votre maman est porteur de virus, là je suis d'accord, ou bien si vous êtes infirmier, médecin, chirurgien, etc. Or, c'est pas en CM2 qu'on sait si on va être dans le monde médical de demain. Bon. Et en plus, là, il y a une augmentation incontestable des scléroses en plaques. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des experts de la santé. Seulement, les laboratoires ne le reconnaissent pas, l'État ne le reconnaît pas. Et en plus, ce vaccin à 6 valences, il coûte 7 fois plus cher. Vous comprenez? 7 fois plus cher. C'est une arnaque totale. Alors, j'ai lancé donc une pétition et évidemment, un certain nombre de mes collègues, certains qui sont un peu trop âgés, on m'a lu, ils ont dit Joyeux, il est contre les vaccins, c'est un couillon, c'est un dangereux, c'est un rétro. Et la ministre, elle, qui est extrêmement mal conseillée, qui est strictement incompétente, m'a traité d'un type rétrograde. Alors, si vous voulez, c'est une insulte qui me passe dessus. Ce qui est certain, c'est que elle bosse pour les laboratoires, moi je bosse pour les familles et pour les enfants. D'accord, ça c'est dit. Alors au moins, professeur Henri Joyeux. Alors le Conseil de l'ordre, il faut dire que le Conseil de l'ordre national s'est affolé parce qu'évidemment les labos ont appelé le Conseil de l'ordre en disant oh là là, attention, vous avez un type à Montpellier qui est dangereux, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Alors comme j'étais, si vous voulez, à la retraite du bistouri depuis le 31 juillet 2014, et que je continue à la retraite du bistouri, c'est joli ça. Voilà, et que je continue à consulter au centre anticancéreux par accord tacite avec le directeur, le directeur qui est un de mes élèves, qui est un type tout à fait remarquable, m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'en aille parce que ordre d'en haut, du Conseil national de l'ordre, qui a porté plainte contre moi en passant le Conseil régional. Mais je vous le dis très simplement, je ne crains pas, parce que si jamais j'ai une condamnation du Conseil régional de l'ordre, qu'est-ce que ça sera? Un blâme, une fessée, vous savez, ça me fera plutôt rire. Et surtout, ils vont se ridiculiser. Et ça pourrait vous plaire, en plus, une fessée. Mais pourquoi pas? Ils vont se ridiculiser parce que tout simplement, ils vont démontrer, si vous voulez, que eux aussi sont peut-être un peu trop dépendants des laboratoires pharmaceutiques. Et le peut-être, je le mets entre guillemets, avec des inquiétudes très fortes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Professeur Henri Joyeux, il n'y a pas que ces deux vaccins qui posent problème. Nous sommes avec Coralie. Bonjour Coralie, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Vous avez déposé plainte contre un labo parce que votre fille, qui a 2 ans et demi, vous estimez qu'elle a des séquelles à cause du Méningitec, qui est donc le vaccin contre la méningite. Oui, professeur Henri Joyeux confirme qu'il peut y avoir des pépins. En février 2014, votre petite fille est vaccinée. Mars-avril, premiers symptômes. 6 mois à comprendre ce qui se passe. Des douleurs abdominales, éruptions cutanées, changements comportementaux, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Écoutez, je suis allée chez mon médecin donc en février 2014 pour faire vacciner ma fille. Je pensais à l'époque que c'était un vaccin obligatoire puisque je n'avais eu aucune information de mon médecin. Et Voilà, on m'avait pas expliqué, on m'avait rien expliqué sur ce vaccin-là. Il m'a juste prescrit, il ne m'avait même pas dit quel vaccin c'était et pourquoi je le faisais à ma fille. Mais oui, Coralie, mais ça nous arrive à tous et à toutes. Hein. C'est vrai que les pédiatres nous disent qu'il faut vacciner. Les familles ne veulent plus se faire avoir. Fini ce genre de choses. Il faut que les médecins soient responsables. La vaccination est un acte médical et on ne fait pas des vaccinations d'une manière systématique sans poser des questions à la maman sur le petit quand lui-même n'est pas capable de répondre, bien évidemment, et sans voir s'il n'y a pas d'allergie, s'il n'y a pas des pathologies, s'il n'y a pas de la fièvre, de la fatigue, etc. Et puis sans nous demander notre avis, professeur Joyeux. Professeur Joyeux, sans nous demander notre avis aussi, parce que si on nous dit c'est obligatoire, bon ok, on le fait, mais si c'est pas obligatoire, on a le droit aussi de dire... Il n'est pas du tout obligatoire. C'est ce que Coralie nous dit.
Il n'est Oui. pas obligatoire et si j'avais su, j'aurais peut-être fait des recherches avant de faire injecter ce poison, excusez-moi parce que c'est du poison pour moi, Je le comprends tout à fait. à ma fille, parce que à partir de ce moment-là, ça n'a plus été la même petite fille. C'est-à-dire, expliquez-nous ce qui s'est passé. Eh bien, quelques jours plus tard, elle a commencé à avoir une fièvre. Ça a commencé par une fièvre. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, elle en a toujours. C'est des fièvres inexpliquées. Elle a des douleurs abdominales qui vont en s'empirant. Ouais. Donc c'est quand même assez inquiétant. Parce Que que dit je le me pédiatre? demande... Que vous dit le pédiatre? Ah non, elle a des coliques, votre fille. Elle a Ah des oui. coliques. Ah oui, c'est ça. Après, Ouais, elle a des coliques, après, oui. la fois d'après, elle est constipée. Mais le pédiatre vit avec moi pour savoir si ma fille est constipée ou pas. Oui, bah Voyez oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Elle a des diarrhées. Des diarrhées qui peuvent durer 15 jours, 3 semaines. Mais c'est une gastro, mais bien sûr, une gastro, ça dure 15 jours, 3 semaines, c'est bien connu. Ouais. Donc voilà, les éruptions cutanées, ils m'ont tout sorti. Alors c'est une allergie, elle a aucune allergie. Ensuite c'était la tétine, elle n'en a plus, elle a arrêté la tétine, donc je lui ai retiré la tétine. Elle a toujours ses boutons, donc maintenant c'est la bave. Elle ne bave pas, ma fille, elle a 2 ans et demi, ça fait bien longtemps qu'elle ne bave plus. Donc voilà, je me retrouve avec ma fille qui a des douleurs abdominales atroces. Elle pleure à chaudes larmes, elle hurle pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, pliée en 2. Et je suis impuissante face à ça. C'est typique d'une suite de vaccination parce que c'est relativement précoce après la vaccination. Et c'est pour cette raison que j'ai travaillé tout l'été pour sortir un bouquin qui sort cette semaine qui s'appelle Vaccin, comment s'y retrouver. Moi, je souhaite que les familles, on les prenne pas pour des demeurés. Les familles sont intelligentes, elles ont une conscience scientifique, elles veulent le bien de leurs enfants. Eh bien, c'est aux médecins et aux pédiatres à répondre aux questions des familles. Et aujourd'hui, eh bien, les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas informé les pédiatres, n'ont pas informé les médecins, et ils imposent aux familles, ou du moins l'État, sous la forme de vaccins qui sont soi-disant obligatoires, alors qu'ils ne sont que conseillés ou disons recommandés. Et dans des cas précis, et pas pour tout le monde. Et Coralie, vous avez déposé plainte là aujourd'hui contre, Voilà. On a contre déposé quoi d'ailleurs? On a déposé plainte. Oui, il y a une plainte, oui. Oui, on est 240, on est 240 familles, donc on a déposé Oui. plainte contre le laboratoire CSP. Oui. Pour le moment, nous ne sommes que 240 familles. D'ailleurs, j'en profite tant que je suis à l'antenne. On a des Oui. centaines de familles qui se contactent. Nous sommes désolés, mais nos messageries sont saturées. On va prendre le temps de répondre à tout le monde un par un. On va le faire. C'est juste que là, ils sont mais tellement nombreux que... C'est une action de groupe que vous avez lancée, madame. C'est une action Oui. de groupe, j'imagine. Oui. Bon, Oui, oui. Est-ce que vous pouvez m'envoyer, je vous donne mon adresse mail, et en même temps, ça ne me gêne pas de le donner à ceux qui nous écoutent. Envoyez-moi, en tout cas, les éléments de cette action de groupe. Mon mail est très simple, c'est Henri Joyeux en un seul mot, Henri avec un I et pas d'Y, Henri Joyeux, @me.com. ME, les 2 premières lettres de médecin. D'accord? D'accord. C'est noté. Eh bien écoutez, c'est noté. On est également avec Jean-Pierre Offray. Jean-Pierre, bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bon, le point que je tiens Alors, à défendre. vous êtes président de la Ligue nationale pour les libertés des vaccinations. Donc ça veut dire, en gros, ce que je disais tout à l'heure. On doit nous donner le choix de pouvoir être vacciné et faire vacciner nos enfants ou pas. Si le principe d'imposer un traitement un acte médical quelconque est contraire à la médecine libérale. Oui. Et nous avons en France la loi Kouchner, pour prendre une référence simple, qui précise bien qu'aucun acte médical ne peut être entrepris sur une personne sans son consentement, ou celui de ses représentants, évidemment. Alors, la France entretient simultanément 3 obligations en métropole, donc diphtérie, tétanos, polio, ainsi que la fièvre jaune pour la Guyane. Donc on est obligé de faire ces vaccins-là. Voilà. Donc d'accord. C'est exact. Ouais. Et Donc répétez, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs? diphtérie, tétanos, polio, obligatoire. Obligatoire. Sur tout le pays, et particulièrement la fièvre jaune pour la Guyane. C'est un peu particulier, mais ça mérite quand même d'être cité compte tenu de la gravité du vaccin lui-même. D'accord. Le principe donc d'obligation est très gênant, et si on analyse un petit peu, on se trouve avec diphtérie, tétanos, polio. La polio et la diphtérie, on n'a plus de cas autochtones depuis plus de 20 ans. On imagine mal
comment contracter une polio ou une diphtérie en France. Néanmoins, l'obligation existe pour ces deux valences. Le tétanos n'est pas une maladie contagieuse et, ramenons les choses à ce qu'elles sont, c'est une douzaine de cas par an avec une létalité de 30%, donc il y a un mort pour 3 cas. Vous venez de me rassurer complètement parce que dès que je me pique avec une rose dans mon jardin, j'ai l'impression que je vais attraper le tétanos, surtout que mes vaccins ne sont pas à jour. Les risques de tétanos sont quand même limités. On se réfère à des conditions assez particulières de blessures profondes, fractueuses, non ventilées, etc. C'est 12 cas par an, quoi. Donc on a très peu de risques réels de tétanos et on surveille la moindre blessure, on a de fortes chances d'éviter ce risque. Et à côté de ça, il est évident que face à des maladies dont la survenue est infime, le moindre risque des vaccins devient plus grave que les risques de la maladie elle-même. Et c'est là, professeur, que j'ai un point de divergence avec vous. Je ne cherche pas à défendre l'antidiphtérie tétanos polio avec ou sans aluminium. C'est le principe même de la systématisation de la vaccination que je conteste. Voilà. Mais alors, on nous a toujours dit que le fait de se faire vacciner contre ces maladies-là, c'est justement ce qui a permis de les éradiquer. Alors, à qui est-ce qu'il faut croire ? Et la rougeole, tout ça, tous ces vaccins qu'on doit faire aussi, il paraît que c'est ce qui permet aussi de ne pas les attraper. Alors, là, on élargit tout de suite la palette avec des vaccinations recommandées qui sont apparues au fil des années. Si on mesure les risques, par exemple, de la rougeole, jusqu'à la création du vaccin, c'était une maladie réputée bénigne. Oui, une maladie infantile classique. Il n'empêche qu'historiquement, ça a toujours été une maladie susceptible de provoquer des cécités et des effets assez graves, dont la mort d'ailleurs. Mais ça ne traumatisait pas les populations. On a étendu la vaccination en soutenant que la rougeole était une maladie extrêmement grave. Elle est très contagieuse, mais pas si grave que ça dans le principe. Et avec la systématisation de la vaccination, on a réussi à déplacer l'âge auquel les individus font une rougeole. C'est-à-dire et dans des conditions plus graves, maintenant, c'est à l'âge adulte qu'on rencontre des cas de rougeole. Bah oui, parce que quand on est adulte, on ne se fait plus vacciner, c'est fini. Et ce qui est assez étonnant, c'est que déjà en 1950, les publications, alors c'était peut-être pas à l'OMS, mais disaient ce vaccin, si on le trouve, risque d'aboutir justement à cet effet de déplacer l'âge de la rougeole avec davantage de risques. Sud Radio, c'est vous. C'est vous. Isabelle Brasse. Nous sommes de retour et nous parlons comme tous les mercredis de vos enfants. Vaccin or not vaccin, that is the question today. Et oui, une émission carrément bilingue, Sylvia. Ouais, non, mais en fait, moi, je suis terrorisée parce que j'ai vacciné mes enfants de tout. Je me suis posé absolument aucune question. Bon, ils ont 20 ans, plus de 20 ans aujourd'hui et 18 ans. Et je me dis, mais c'est atroce, en fait. C'est un peu comme l'alimentation. Maintenant, on n'a plus rien le droit de manger parce qu'on va tous mourir. Ouais. Donc là, je suis au bout du rouleau, là. Non, moi, ça me rassure, au contraire. Ah oui, bah oui, parce que moi, ça fait 20 ans que je me suis pas fait vacciner. Bon, oui, mais moi j'ai tout fait, moi. Moi je fais le minimum du minimum avec mes enfants. Bon, visiblement, c'est foutu. Minimum du minimum, on risque pas d'attraper des grosses maladies quand même avec le DT polio, le truc non, obligatoire. Ça j'ai fait. Ça, oui, mais je dis que c'est inutile. C'est inutile, mais on peut pas mourir. On peut pas attraper que ce soit inutile et moins grave que ce soit grave, comme Coralie. Alors Coralie nous parlait tout à l'heure, elle nous parlait de sa petite fille qui a été vaccinée en février 2014. Elle a 2 ans et demi d'un vaccin qui est le Méningitech contre la méningite. On lui a rien dit, on lui a juste dit voilà, il faut faire le vaccin, c'est comme ça, etc. Résultat des courses. Sa fille aujourd'hui a des tas d'effets secondaires. Coralie, est-ce que on vous a dit que ça allait se soigner ? Est-ce qu'elle peut s'en sortir, votre fille, ou alors est-ce que ce sont des symptômes à vie ? Alors écoutez, je vais vous dire, j'ai fait pratiquer des analyses capillaires à ma fille, moi-même toute seule, puisque aucun médecin ne voulait lui faire des analyses. On est ressorti donc un taux à la limite de la normale de plomb.
Elle est intoxiquée à l'aluminium, au fer, au cuivre, à l'étain, au silicium, et j'en passe. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Je suis allée avec ces analyses voir des médecins. Oui. Alors on m'a dit, écoutez, il faut appeler l'hôpital, on ne peut rien pour vous. J'appelle l'hôpital. J'ai eu 3 pédiatres différents au téléphone qui m'ont dit, mot pour mot, appelez le 15, madame. D'accord. Voilà. Mais le 15, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'ai appelé le 15, dit, rappelez votre médecin généraliste. Voilà. D'accord. Voilà. Professeur Henri Joyeux, Professeur Henri Joyeux, qu'est-ce qu'elle doit faire, Coralie, là, avec ses résultats, pour savoir ce qu'il en est, parce qu'elle doit être terriblement inquiète. Oui, ce que je comprends, ce que je crois, si j'ai compris ce qu'a dit Coralie, sa petite a des troubles digestifs importants, dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'elle voie, si vous voulez, un pédiatre qui rétablisse l'équilibre de ce que l'on appelle le microbiote intestinal. Certainement, elle a un déséquilibre intestinal comme une sorte de petite maladie inflammatoire qui ne devrait pas être très grave, mais qu'il faut traiter avec certainement des probiotiques. Donc, et ça, si jamais, il faut aller voir un homéopathe pédiatre. Il y en a, vous inquiétez pas, ils vont prendre en charge votre petite et, à mon avis, ils devraient l'aider à rétablir son équilibre digestif. Je voudrais insister sur un point. Comment? Oui, Coralie. J'ai pris contact avec, j'ai pris des contacts avec des médecins, mais des dizaines de médecins. J'ai fait tout ça et on m'a toujours dit que c'était normal, que les tests. Est-ce que vous avez vu un homéopathe? J'ai été voir un homéopathe. Ah ouais. D'accord, mais un pédiatre homéopathe, j'entends. C'est ça qu'il faudrait voir. D'accord. Oui. Et alors professeur Henri Joyeux, attendez, professeur Henri Joyeux, avant de vous redonner la parole, on va donner la parole à Marc Larère. Bonjour Marc, bienvenue sur Sud Radio. Merci à vous. Alors vous avez voulu éviter tous ces problèmes-là à votre fille qui a 3 ans aujourd'hui et vous avez refusé de la faire vacciner. Pour quelle raison déjà est-ce que vous avez refusé de la faire vacciner? C'est somme toute assez simple, tout simplement parce que depuis 2008, l'injection qui ne contient que les valences obligatoires, à savoir ce qu'on appelle le fameux DTP, diphtérie, tétanos, polio, n'est plus disponible sur le marché et c'est tout à fait officiel puisque on a un communiqué de la SAPS en date de 2008 qui est très précis sur le sujet. Donc on est dans une impossibilité factuelle de pratiquer, de se soumettre à l'obligation vaccinale depuis 2008. Comment vous faites pour l'inscrire à l'école, à la crèche, etc. Parce qu'on vous demande le carnet de santé quand vous allez inscrire votre fille quelque part. C'est une des difficultés de notre combat parce que nous on le fait pour tout le monde, pas que pour notre fille. À savoir que on est dans l'impossibilité de bénéficier d'une quelconque structure type crèche ou quoi que ce soit depuis le début, quoi. Ah ouais, et comment vous faites alors au quotidien? D'abord, vous pouvez inscrire votre petite dans une crèche. Ils ne sont pas obligés de vous la prendre parce qu'elle est vaccinée. Professeur, si elle n'est pas vaccinée, ils ne la prennent pas. Oui, Jean-Pierre. Alors écoutez-moi. La loi, je la connais. Vous la rentrez, elle n'est pas vaccinée, mais vous devez la faire vacciner dans les 3 mois. Bon. Et dans les 3 mois, vous avez un médecin qui vous fait un certificat en disant, désolé, le vaccin DTP pour la petite Dupont, il n'existe pas actuellement en pharmacie, les parents ne sont pas contre, ils l'attendent. D'accord. Est-ce que je peux répondre? Oui, Marc, allez-y. Marc, allez-y. Alors, cher professeur, je vous remercie pour vos conseils. Sachez que quand on commence, par contre, à rentrer dans une affaire comme la nôtre, ça se passe pas du tout comme ça. Si je vous expliquais les 3 derniers jours qu'on vient de passer, on est harcelé par la PMI. Ces dernières 48 heures, j'ai fait dormir mes enfants dans un autre lieu que le domicile, parce qu'en parallèle de mon affaire, on est littéralement harcelé par la PMI chez nous, en n'ayant tenté aucune inscription. Donc, Marc, vous savez, pour qu'on il y a la comprenne théorie, bien, puis il y a la pratique. Marc, pour qu'on comprenne bien, votre affaire, attendez professeur Henri Joyeux, pour qu'on comprenne bien, votre affaire est actuellement devant les tribunaux. On attend, l'audience a eu lieu le 17 septembre, on attend le résultat de votre procès, si je ne me trompe pas. Et comment ça s'est passé? Vous avez senti que les juges vous entendaient ou vous avez senti quand même que c'était mal barré? Alors je vais être concis, mais justement à mon étonnement, la juge a commencé par la lecture donc un rapport de ces fameux services de la PMI, donc la protection maternelle
maternelle infantile, qui était complètement mensonger, absolument délétère, qui décrivait, qui peignait un tableau de notre couple complètement hallucinant, ce que j'ai pas manqué de faire part à la juge. Donc c'est très compliqué tout ça, parce que bien sûr il y a la théorie, mais après il y a la pratique, et nous la pratique là on est en plein dedans, et on a sans même tenter une quelconque inscription, on nous tombe dessus à bras raccourcis de tous les côtés. J'étais au commissariat de police ce matin pour faire une main courante quant à la visite des dernières infirmières de la PMI. Donc là, moi, je suis dans le concret, si vous voulez. Bien sûr que les lois, mais là, je suis dans le concret. Mais pourquoi vous avez la PMI et tout ça qui vous tombe dessus? Parce que, excusez-moi, professeur, pourquoi est-ce que la PMI et tout ça vous tombe dessus, puisque l'école n'est pas obligatoire avant les 6 ans de l'enfant, avant le CP? Eh bien, je vais pas parler de mon cas trop longtemps, mais ça permettra quand même un petit peu de comprendre. Bah si, vous êtes là pour ça. Si. En l'occurrence, parce que curieusement, il y a 1 mois et demi, juste avant donc qu'on passe à l'audience, la PMI de notre département aurait reçu un signalement inquiétant à notre égard, et donc en parallèle, ils sont en train de nous mettre une enquête sociale sur le dos, quoi. Et c'était évidemment après approuvé, mais on va s'en occuper, probablement des pressions, puisqu'il m'a été donné rendez-vous 48 heures avant l'audience. Mais c'est quelqu'un qui vous a dénoncé à cause de ces histoires de vaccins, ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a strictement rien à voir. Seulement, ça fait depuis le début, on a déjà envoyé 2 courriers recommandés. On fait ce qu'on peut pour faire valoir nos droits, parce que ces gens-là n'ont aucune prérogative. Ils sont à disposition, mais on peut très bien refuser leur aide. Et on n'a jamais aucune réponse. Mais là, on est en train de s'en occuper très 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 sérieusement. Et ça risque de se retourner contre eux, si Dieu le veut. Jean-Pierre Offray, qu'est-ce qu'on peut dire de ces vaccinations obligatoires, de ces carnets de santé et de ce que vit aujourd'hui Marc Larère? Vous connaissez bien son cas. Oui, je vais carrément donner la méthode que j'ai prise dès la naissance de mes enfants. J'ai inscrit sur leur carnet de vaccination à la page ad hoc « Ne pas vacciner, le père, la date, signature ». Et avec ça, malgré tout, et scolarisation en école publique et tout ce qu'on voudra, j'ai pu continuer sans qu'on m'embête. Oui, mais Marc, il vit l'enfer, là. Le médecin scolaire s'est avisé de cette absence de vaccination. Nous nous sommes rencontrés. Ça a représenté une petite heure de discussion. Elle a très bien compris que les enfants n'étaient pas en danger et que je ne changerais pas de position. Et pour la suite, alors que l'inspecteur d'académie voulait faire un exemple en excluant ma fille de l'école primaire, elle a même pris notre défense. Et pour rajouter là-dessus, au moment de ce débat, il y avait une représentante des parents d'élèves qui a dit « J'ai eu suffisamment de problèmes de vaccination avec ma fille pour que... » Bon. Et donc... l'inspecteur n'a pas insisté et mes enfants ont poursuivi leur scolarité sans problème. Alors Jean-Pierre, Marc, professeur Henri Joyeux et Coralie, nous sommes avec un avocat. Bonjour, vous appelez Jean-Pierre également, je crois. Oui, Jean-Pierre Joseph, bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Vous nous entendiez et vous avez voulu intervenir par rapport à tout ce que vous avez entendu, et notamment, j'imagine, le témoignage de Marc et le témoignage de Coralie. Bien sûr. Bon, oui. je précise que je connais un peu la question, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vaccin, on nous aurait menti », qui est sorti dans sa 3e édition, donc il a été édité 3 fois. Oui. Et dans lequel, moi, je me pose la question, effectivement, comme il a été dit tout à l'heure, est-ce que les vaccins sont vraiment efficaces? Parce que moi, je me pose des questions depuis pas mal d'années. J'en ai pas eu de vaccin. Je suis allé dans pratiquement tous les continents. J'ai traversé des zones dites à risque et j'ai pas eu de vaccin. J'ai pas été malade ni rien. Et si je dis ça, c'est parce que je constate, en regardant les courbes avec du recul, que chaque fois qu'on a vacciné pendant une épidémie, dans les mois qui ont suivi, le nombre de cas s'est multiplié. Oui, professeur Henri Joyeux, vous confirmez là ce que nous dit Jean-Pierre Joseph? Alors, oui, attention. D'abord, la première chose, quand lui traverse le monde et n'a pas de maladie, ça veut dire qu'il est en bonne santé et que probablement, par ce qu'il a vécu dans sa vie, il est vacciné par tous les contacts qu'il a eus depuis sa naissance. Ça, c'est un premier point, mais on ne peut pas conclure à partir d'un cas et généraliser sur toute une population ou une génération. Ça, c'est un point. Deuxième point, il a tout à fait raison en disant qu'il y a certains vaccins, et on peut prendre actuellement celui contre la polio. Eh bien, celui contre la polio, on est inquiet parce qu'il y a une sorte de résistance du virus de la polio et on voit actuellement, mais dans des pays qui ne sont pas le nôtre pour l'instant, des polios après la vaccination. Alors, c'est un peu complexe. Tout ça, je l'explique dans le livre, mais c'est vrai
qu'il y a aujourd'hui une interrogation sur l'efficacité des vaccins. C'est clair, Professeur, moi je suis partie en Inde, donc je peux en parler. J'ai eu un vaccin contre les hépatites, j'ai toutes les hépatites, tous les vaccins, tout ce qu'il fallait. Je suis rentrée, j'avais une hépatite E. Le truc, il n'y a pas de vaccin. Donc j'ai quand même attrapé une hépatite. Donc c'est vrai que le vaccin c'est bien. Peut-être que j'aurais attrapé une hépatite plus grave si j'avais pas été vaccinée du tout. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions. Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre Joseph. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, ce que je regrette, c'est que le corps médical actuellement, mis à part certaines exceptions comme le professeur Joyeux qui se pose des questions, et c'est tout à son honneur, le corps médical, dans sa grande majorité, est dans une religion. C'est-à-dire que dès qu'on conteste quoi que ce soit, qu'on n'est pas dans leur pensée unique, tout de suite on est un illuminé, on est membre d'une secte, etc., etc. Alors on se contente de poser des questions parce que on ne réfléchit même pas au fait que la peste, le choléra, la suette picarde, la scarlatine, le chikungunya, la pneumopathie atypique, la grippe aviaire, Ebola, se sont arrêtés sans vaccin. Ça n'interpelle personne. Et moi, je rencontre plein de gens de ma génération qui ont eu la polio alors qu'ils étaient vaccinés. Et quand je regarde les chiffres et ce que disent des dizaines de médecins et de biologistes que j'ai cités dans mon livre « Vaccin, on nous aurait menti », je me dis qu'il y a quand même un problème et que les produits qualifiés de vaccins ne vaccinent pas et qu'effectivement, on nous a menti ou on nous trompe. Jean-Pierre Joseph, dans le cas de Marc Larère, donc il se retrouve carrément devant la justice parce qu'il a refusé de faire vacciner sa fille, est-ce qu'il a des chances d'être condamné ? Moi, je vois pas en quoi un père de famille à qui on dit les 3 vaccins obligatoires, on les a plus. Bon, mais vous pouvez avoir des vaccins en plus. Alors, il fait des recherches. La plupart des gens réagissent comme des veaux, c'est-à-dire qu'ils cherchent rien du tout. On m'a dit, donc on a raison. Ça a été le cas pour l'amiante, pour le distilbène, la thalidomide, le Mediator, le Vioxx, etc., etc. On ne se pose aucune question, y compris des experts qui, pour l'amiante, disaient jusqu'à ce que TF1 dise « Attention, il y a un danger ». Tous nos experts, nos brillants experts de santé publique, nous disaient « Oh non, ça craint rien ». Bon, ce monsieur Larère s'est posé des questions, a fait des tas de recherches. Bien plus que ce que font la grande majorité des parents. C'est tout à son honneur. Il découvre que les vaccins non seulement sont inefficaces, dangereux, et qu'en plus on veut lui enfourguer avec des valences qui n'ont rien d'obligatoire. Donc il dit non. Moi je dis qu'il a raison, et je vois pas comment on peut le condamner pour maltraitance, parce que le problème juridique qui va se poser, c'est de savoir s'il y a maltraitance à ne pas donner ce que d'autres considèrent comme un poison à ses enfants. J'indique entre parenthèses que, par exemple, puisqu'on a utilisé le terme de poison tout à l'heure, le docteur Tal Schaller a écrit un livre qui s'appelle « Les vaccins sont des poisons ». Il a écrit également « Vaccin génocide planétaire ». Bon, donc il y a quand même beaucoup de scientifiques que je cite dans mon livre qui se posent des questions et qui disent attention, arrêtons le massacre. Et quand monsieur le professeur, c'est tout à votre honneur de réclamer des vaccins sans adjuvant, mais j'ai bien peur que ce soit comme la femme battue qui revendiquerait le droit d'être battue, mais uniquement à main nue et pas avec un bâton. C'est vrai que c'est une amélioration, mais on va pas vous voyez ? Très très bien. Oui, j'aimerais demander moi à Coralie si aujourd'hui vous êtes prête à faire vacciner votre fille, à faire les rappels, etc. pour les vaccins déjà obligatoires, quand vous voyez le résultat de Méningitech. Eh ben, écoutez, je ne suis pas maso. On m'a mis une fois. Donc c'est terminé. Et je vous demanderai, vous, si on vous trahit demain, est-ce que vous referiez confiance ? Ah non, c'est sûr. Là, écoutez, moi, je me posais vraiment pas de questions avant de commencer à préparer cette émission. Sylvia, je sais pas vous. Non, moi, je m'en posais aucune. Pour moi, c'est vrai que j'avais entendu des cas de gens qui ne vaccinaient pas leurs enfants, mais ça me paraissait une aberration. J'avoue que là, je suis les yeux écarquillés. D'ailleurs, on m'entend pas. Quand on m'entend pas, en général, c'est que je suis sous le choc. Voilà, et je me dis, mais bon, oui, je sais pas ce qu'il faut faire. En fait, je sais plus. Je suis un peu perdue. Professeur, il faut quand même continuer à vacciner un peu ou pas du tout? Il y a ce qu'on appelle un calendrier des vaccinations qui est mis à jour tous les ans. Bon, ce qui est curieux, c'est qu'il change assez régulièrement. Alors, première chose, et ça c'est pour les mamans qui viennent d'accoucher, parce que c'est elles qui sont inquiètes. Premièrement, on les inquiète en disant « Ah, vite, à 2 mois, il faut vacciner votre petit, et donc contre les 6 valences. » Moi, je dis que ça, il ne faut pas le faire. Attendez, excusez-moi, professeur. Excusez-moi, avant de continuer, Jean-Pierre voulait réagir. Avant de parler des 2 mois, maintenant, on pousse à faire l'antihépatite B dès le jour de naissance.
ce que font les Américains, ce que font les Espagnols. Ah oui, on m'en a parlé de ça. Et l'OMS pousse dans ce sens. Bientôt, ils vont vacciner in utero. Bientôt, ils vaccinent. Oui, c'est ce que je croyais que vous alliez dire. Mon Dieu. Oui, alors, professeur. Ce que je veux dire, c'est que Alors, attendez, excusez-moi, vaccination... professeur, je suis obligée de vous interrompre une nouvelle fois parce qu'on est obligé de marquer une petite pause. On va continuer dans quelques instants. Vous restez bien avec nous. Merci à Jean-Pierre Joseph d'être intervenu. Vous nous avez entendu, vous nous avez appelé. Vous êtes auteur, rappelez-nous de votre livre. Ça, on nous aurait menti aux éditions Marco Pieter, c'est Testé Édition. Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bress. Et comme tous les mercredis, nous parlons de vos enfants dans cette deuxième heure. Les vaccins, faut-il les vacciner ou pas ? J'avoue que j'apprends beaucoup de choses et que Sylvia et moi, qui étions de bonnes élèves avec des carnets de santé, des carnets de vaccination à jour, etc., on a tendance à prendre un peu peur. Est-ce qu'il faut avoir peur, professeur Joyeux ? Alors, écoutez, comme je disais, donc il y a un carnet de vaccination, il y a un calendrier de vaccination qui est donné par l'État, qui change pratiquement tous les ans. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord avertir les jeunes mamans que pour celles qui font le choix de l'allaitement maternel, c'est quand même pas négligeable, c'est-à-dire à peu près 57% des femmes qui mettent au monde un enfant dans notre pays, alors que c'est 98% en Allemagne et en Scandinavie. Bon, donc pour celles qui font ce choix, tant que l'enfant est allaité intégralement par la maman, et l'Organisation mondiale de la santé dit idéalement 6 mois, plus matin et soir pendant une année, c'est-à-dire matin avant de partir au boulot et le soir au retour du travail, eh bien à ce moment-là, l'enfant est vacciné par le lait maternel, sauf si la maman est porteuse, bien sûr, du virus de l'hépatite B. Mais ça, c'est quand même pas un grand nombre de mamans ou de papas qui sont porteurs de ce virus. Donc ça n'est pas inscrit dans le calendrier des vaccinations. Donc déjà, on trompe les familles. Et en même temps, on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas une collusion entre les laboratoires des vaccinations et ceux qui préparent les laits dits maternisés et compagnie pour pousser les mamans à consommer des laits qu'on trouve en pharmacie qui coûtent beaucoup plus cher que le lait maternel. Donc ça, c'est un aspect important. Deuxièmement, il y a également le fait que les enfants qui sont en bonne santé et qui vont, par exemple, ne pas être vaccinés, vont être acceptés dans une crèche où tous les autres sont vaccinés. Comment se fait-il qu'un enfant qui attraperait une maladie dans une crèche où tous les enfants sont vaccinés, comment peut-il transmettre cette maladie aux autres qui sont vaccinés? Faut qu'on m'explique. Quel est un enfant qui rentrerait dans une crèche non vaccinée, en quoi est-il dangereux pour ses camarades? Faut qu'on m'explique ça. Vous comprenez? Bon, professeur. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on impose tout ça aux familles, et les familles, elles en ont marre de se faire exploiter. Professeur, nous sommes également avec Bernard Guenbeau. Bonjour Bernard, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes mathématicien, vous êtes passionné du problème du vaccin et vous plutôt d'un point de vue épidémiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, voilà, c'est-à-dire que je vais plutôt m'intéresser à la façon, à l'impact, si vous voulez, par exemple, d'une campagne de vaccination sur une population d'un point de vue de la transmission, par exemple, de la maladie, etc. Alors, si vous voulez, pour être clair, il y a deux grands principes généraux pour lutter contre des maladies contagieuses ou transmissibles. Alors, le premier, c'est de rendre les individus résistants à la contamination, donc c'est la vaccination. Oui. Et le deuxième, c'est d'essayer de réduire ou de supprimer complètement même le risque de transmission, de contagion. Ça peut être l'isolement des malades, la surveillance des contacts, leur isolement, ou la lutte contre des vecteurs de transmission qui peuvent être l'eau, par exemple, pour la polio. On fait beaucoup, par exemple, dans un pays comme la France, pour la protection de l'eau, l'assainissement, ou les moustiques, par exemple, pour la fièvre jaune. Alors, ce qui est intéressant, et ce que je voulais vous dire, c'est que l'obsession du vaccin peut compromettre la mise en œuvre de moyens pouvant faciliter, par exemple, la guérison de la maladie ou réduire sa transmission. Alors, je vous donne un exemple pour faciliter la guérison et qui intéresse toutes les mamans. C'est la diarrhée du nourrisson. Oui. Alors, en 2006, il y a eu les vaccins rotavirus qui sont arrivés et qui avaient obtenu une AMM. Seulement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France de l'époque ne recommandait pas leur utilisation. Par contre, il recommandait les solutés oraux de réhydratation, c'est-à-dire les SRO, qui ne sont pas coûteux, qui sont efficaces contre toutes les diarrhées et même jugés efficaces contre le choléra. Confirmation de cette non-recommandation en 2010 par le Haut Conseil de santé publique qui remplace le Conseil supérieur d'hygiène. Alors, je vous donne une citation, si c'est possible, du président de la Commission sécurité sanitaire du Haut Conseil, qui avait d'ailleurs présidé le Conseil supérieur d'hygiène, Christian Perron. Ce vaccin, dit-il, n'a pas un bon rapport coût-efficacité. En France, il aurait un impact extrêmement marginal. 5 décès par an par le rotavirus, responsable seulement d'un tiers des diarrhées.
il existe d'autres moyens de lutte qu'il faut promouvoir, et la vaccination inciterait à en faire mauvais usage. Il faut penser à un effet délétère de la vaccination, incitant à négliger les bonnes règles contre la diarrhée. Et on a aussi un manque de recul sur la tolérance. Donc à cette époque-là, il aurait fallu que le ministère conduise une campagne d'information auprès des médecins et des familles en faveur de ces bonnes règles, pouvant favoriser l'usage. Malheureusement, rien n'a été fait. Et en novembre 2013, constatant que les solutés de réhydratation étaient peu utilisées, le Haut Conseil va recommander la vaccination rotavirus pour tous les nourrissons. 17 mois plus tard, le 21 avril 2015, suite à plusieurs cas d'invagination intestinale mortelle, c'est-à-dire des inclusions, le Haut Conseil suspend cette recommandation de vaccination. C'était il y a seulement 5 mois. Donc ça veut dire qu'on dit tout, en gros ce que vous dites c'est qu'on dit tout et son contraire et qu'il ne faut pas forcément se fier aux recommandations de base. En tout cas, effectivement cette discussion était passionnante et je pense qu'on aurait pu faire les 2 heures et je pense qu'on va en reparler pour les adultes. Bernard Guenbeau, j'espère que vous pourrez être avec nous parce que effectivement il y a beaucoup de choses qui se sont dites et on vous a peu donné la parole, j'en suis désolée, et on va vraiment refaire une autre émission cette fois-ci pour parler des adultes et de la vaccination. Je vous remercie infiniment. Merci Jean-Pierre Offray, je rappelle que vous êtes président de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations. Merci également à Marc Larère et on vous souhaite bon courage pour ce résultat de course. Et ben pareil, je pense qu'on va refaire une émission Marc Larère parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Merci au professeur Henri Joyeux et profitez bien de la réunion même si vous êtes là pour travailler. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Et merci à Coralie également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Agir tous ensemble. Vous pouvez appeler ce collectif bien sûr ou le joindre sur internet. On va mettre un lien sur le Facebook de l'émission Sud Radio C'est Vous. S'il vous plaît. Oui, rapidement, dites-nous Coralie. Il faut contacter l'UNAX. L'UNAX, voilà. L'UNAX, et on va mettre le lien sur le Facebook de l'émission. Donc n'hésitez pas, si votre enfant ou vous-même avez été victime d'un vaccin, et notamment du méningitec, n'hésitez pas, l'UNAX, UNACS. Et nous, on vous embrasse bien